Bonjour tout le monde, bienvenue à la Mentalité verte. Comme vous savez, c'est la saison de l'augmentation des loyers au Québec. Puis il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de payer les hausses de loyer que les propriétaires nous demandent. Donc aujourd'hui, on a une invitée très importante, Lynn O'Donnell, qui est une organisatrice communautaire dans le Comité Action citoyen de Verdun, qui va nous parler un peu des enjeux du logement, puis comment qu'on peut opposer notre hausse de loyer. Bonjour Lynn, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut, merci de m'avoir. Oui, mon plaisir. Avec l'augmentation des loyers, François Legault a permis aux propriétaires une augmentation plus importante cette année que d'autres années. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ben, c'est sûr que cette année, c'est comme quand même épouvantable. On s'attendait un peu à ça, vu comme le trajet des choses ces jours-ci, avec la financiarisation du parc locatif et tout cela. Mais c'est sûr, cette année, l'augmentation est presque à 6%. Et ça, c'est juste la base de qu'est-ce qui est permis. C'est vraiment comme une suggestion du tribunal. Ça veut pas dire que c'est vraiment ça, les augmentations qu'on voit sur le terrain. Moi, je le vois plutôt comme 10, 12, j'en ai même vu des 30%. Fait que voilà, on est rendu là. Ouais. Puis je sais que sur le site du Régie du logement, qu'il y a un outil calculatrice là, pour voir qu'est-ce qui est permis en termes d'augmentation. Puis dans mon cas, mon propriétaire a pris le temps de remplir la calculatrice et de m'envoyer la feuille avec toutes les données instruites dessus. Tu sais. Mais là, je suis allé regarder, puis il y a peut-être des sommes qui réclament là, auxquelles il n'y a pas droit. Comme par exemple, premièrement, mon augmentation de loyer est de 7,4%, donc au-dessus là, tu sais, de la ligne directrice, mais on voit sur la feuille qu'il y a plein d'exemptions, plein de manières de, tu sais, d'augmenter. Puis une des choses que je vais peut-être y en parler, c'est qu'il a réclamé qu'il avait dépensé 7 000 $ sur l'immeuble de 3 unités au courant de l'année, mais on n'a pas vu ces travaux-là se réaliser. Il a peut-être payé une facture pour des fenêtres qu'il va installer en 2025, mais il réclame ça sur l'année passée. C'est-tu quelque chose que vous voyez souvent? Oui, effectivement, on voit, ben, je sais pas le terme en français, mais genre du double dipping, des fois côté augmentation. Et c'est pas tous les propriétaires non plus qui envoient, les formulaires avec les calculs pour au moins donner comme un peu de transparence aux locataires d'être capable de vraiment faire les calculs. Mais c'est sûr que moi, je vois les propriétaires qui réclament comme des trucs qui sont déjà couverts par leurs assurances, par exemple. Ou des propriétaires qui réclament des travaux dans les augmentations qui ont eu des subventions de la ville euh, pour faire. Donc, je sais pas si je peux dire c'est de la fraude, mais c'est mon impression. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis j'ai remarqué aussi qu'ils ont même le droit de charger une augmentation pour des réparations comme, mettons, le propriétaire, il change ton tank à eau chaude, c'est l'entretien, faut que ça se fasse à tous les 10 ans. Mais là, il peut te facturer pour ça sur ton loyer. Oui, le maintenance de l'immeuble, c'est vraiment c'est sur les locataires, c'est son droit de faire du profit, même si ça améliore pas le logement que vous louez, c'est juste comme le maintenir comme pour le contrat, ben c'est ça, vous êtes vraiment en charge de ses profits. Ouais. Puis j'ai trouvé remarquable aussi que, tu sais, mettons, cette augmentation due aux 7 000 $ qu'il aurait dépensé sur 3 unités, ça donne à peu près 80 $ par année. Mais l'affaire, c'est que si on accepte de payer 80 $ par année plus cher, mais là, l'année prochaine, il va y avoir une augmentation là-dessus aussi, parce qu'ils permettent de augmenter le profit à chaque année. Exactement, et quand on paye des loyers plus importants, les augmentations sont encore plus grandes dans le fond, fait que le système actuel encourage la spéculation de même, genre il encourage les grosses augmentations ils Ouais. n'ont pas d'incentive de ne le pas le faire. Euh, Tu sais, on réclame nous un gel de loyer, c'est sûr. Ben ça fait
une éternité qu'on demande ça, les comités logement. Mais réellement, si on gèle les loyers en ce moment, tu sais, on les gèle à 2 000 piastres par mois, ça va pas reculer. Fait que oui, chaque année compte. C'est Ouais, c'est vraiment ça. Ben, c'est assez fou que les gens doivent payer 2000 pièces pour un appartement à Verdun ou dans mon coin à Pointe-Saint-Charles. C'est complètement absurde. En plus, on dirait que, tu sais, avec toute l'inflation puis les effets que ça a sur les gens, que, tu sais, peut-être que justement les lois du Québec permettraient de assouplir un peu puis pas de permettre une augmentation aussi importante. Mais comme vous dites, ceux qui payent déjà 2000 pièces, mais si c'est une augmentation de 6%, le 6% représente encore plus d'argent. Fait qu'on défavorise des gens qui payent déjà trop. oui, et tu sais, ce 2 000 piastres, ça devient la norme, mais spécialement à Verdun, c'est vraiment, tu sais, moi, ça fait 15 ans que je suis ici. Je travaille ici, je travaille proche avec les locataires, fait que je vois vraiment comme le prix des loyers monter à flèche. Et la plupart, tu sais, une famille, vraiment, que ce soit une famille monoparentale ou une famille avec deux parents à charge, ils payent environ 2 000 piastres par mois pour une appart à cette heure. Et comme j'ai dit avant, tu sais, dans les dernières 5 ans, on sait que presque 50% de la population ont déménagé, que ça soit hors de Verdun euh, ou dans le quartier. Ben, ça veut dire qu'ils payent plus parce que les nouveaux loyers sont plus hauts. Fait que, tu sais, les familles, les locataires à cette heure, ils payent environ 2 000 piastres, même si c'est pas ça les statistiques. Mais à Verdun, c'est vraiment ça. Ouais. Fait que Euh, chaque déménagement fait augmenter le prix du marché. Absolument. Et avec, tu sais, le projet de loi 31, ils ont enlevé, ils ont pas enlevé le droit de faire une session de bail, mais ils ont fait que c'est presque impossible. Et ça, c'était vraiment comme notre dernière ligne de défense contre les augmentations de même, d'être capable de faire une session de bail pour garder les loyers plus bas. Tout ça, c'est que ça va continuer de même. Et, tu sais, en plus, qu'est-ce qui fait vraiment peur, c'est la normalisation du néolibéralisme, dans le fond, moins de régulation par le gouvernement, qui fait que ces spéculateurs peuvent augmenter les loyers, qu'il y a plus d'investissements dans des trusts, etc., qui gèrent les immeubles, il y a moins de possibilités que le gouvernement peut même réguler ce type de sorts, sont pas taxés comme des compagnies réguliers qui sont déjà pas taxés assez. Et c'est ça la financiarisation du parc locatif. 2000, ça va être une rêve dans quelques années. Ouais. Fait que vous Comme dites c'est de plus en plus des entreprises hein, qui détiennent beaucoup d'appartements et de moins en moins des petits propriétaires qui ont deux, trois unités. oui, c'est sûr, ça s'en vient. Puis c'est ça qu'on voit des compagnies incorporées, des compagnies à numéro qui achètent des immeubles. Vous avez pas un propriétaire, vous avez comme euh, un trust qui gère tout ça. Et dans le fond, il y a même des pensions, pas- euh, tu sais, les pensions de retraite qui sont investies là-dedans. Fait que vous avez pas vraiment un propriétaire. Votre propriétaire, c'est un fantôme, dans le fond. Et c'est pas pour dire que les mom and pops landlords, des petits propriétaires, que c'est correct d'exploiter des locataires de cette façon-là. Mais c'est sûr que c'est plus facile pour des grosses entreprises de même pour évader les lois qui existent, pour protéger les locataires. Euh, et oui, c'est ça, c'est quand même Ouais, parce que dangereux. j'imagine des grandes entreprises comme ça qui ont des centaines ou des milliers d'unités, ben ça doit avoir des départements juridiques, là, puis Exact, ça doit exact. tout connaître, là, les règlements. Ouais, ils ont des fonds pour vous garder en cours pour le reste de votre bail. Tu sais, comme on dit, we're like up against a giant au lieu de un petit propriétaire. Euh, et dans le fond, on pourrait dire que on est face au capital. Hmm. Et ça, c'est, tu sais, de essayer de battre ça comme individu, c'est quasiment impossible. C'est vraiment la collectivisation et
un solidarité ouvrière. Je crois qu'il est comme la seule façon de vraiment faire face à quelque chose de même. Ouais. Puis en plus, le fait que ces grandes entreprises-là, ils sont permis d'acheter autant d'immeubles, mais ça veut dire que le prix des immeubles peut monter. Et là, le plus cher qu'ils payent pour les immeubles, le plus qu'ils sont tentés de récupérer des sommes. Oui, ben ils sont pas juste permis, ils sont encouragés, tu sais, ils sont vraiment pas taxés. Euh, ces gros compagnies, la plupart, il y a il y a vraiment pas de conséquences pour eux. Côté développement, genre, tu sais, les nouveaux unités qui construisent, on n'a même pas de politique d'inclusion fort à cette heure à Montréal, tu sais, pour inclure comme du logement social ou de logement abordable dans les projets à cette heure. Projet Montréal a assoupli le règlement de la métropole mixte pour donner un genre de break aux promoteurs. Puis on sait aussi que les nouveaux développements, si c'est un développement qui est nouveau dans les dernières 5 ans, il peut la clause G, il s'applique pas vraiment à eux. Il peut augmenter les loyers de façon un peu arbitraire. Ça, c'est si c'est 5 ans ou moins depuis la construction. C'est ça. Ouais. Oui. Ouais, toutes sortes de clauses qui donnent le gros bout du bâton, là, si on veut, là, aux propriétaires. J'ai appris ça par le passé aussi, que même si on a certains droits comme locataire, il y a beaucoup de passe-droits, il y a beaucoup de petites exemptions et beaucoup de petites gimmicks dans la loi là, qui font en sorte que ça peut devenir difficile d'exercer ses droits. Mais pour revenir à l'augmentation du loyer, mettons quelqu'un reçoit une augmentation, puis n'ose pas le payer, là, veut le contester. C'est quoi la procédure au juste, puis c'est quoi les chances de gagner? Ça dépend c'est qui votre propriétaire. T'sais. Ça peut être stratégique. Mais généralement, quand on veut refuser une augmentation, on peut faire la calcul. On peut essayer de faire une contre-offre qui la négociation, ça c'est pas une mauvaise chose dans ce contexte-là. Et il faut faire sûr quand vous refusez d'envoyer la réponse en écrit puis de laisser une trace papier pour que vous puissiez prouver que vous avez refusé ou tenté de négocier. Ouais. Ça prend une lettre recommandée, mettons. Une lettre recommandée, un huissier ou si vous avez déjà une communication avec votre propriétaire par courriel, genre un back and forth, vous pouvez répondre par courriel. Et c'est ça, le pire qui peut arriver, c'est que le propriétaire ouvre un dossier au tribunal pour faire une fixation de loyer. Ça vient avec des risques. Disons que actuellement, il aurait pu demander une augmentation plus haut. Ça se peut que le tribunal fixe le loyer plus haut que l'avis initial. Ah oui. Ça se peut. Mais beaucoup de propriétaires veulent éviter d'y aller en cours, donc ça veut pas dire de ne pas refuser. Et aussi, une chose qu'on voit, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand les blocs s'organisent ensemble. Donc, quand l'immeuble décide de refuser, puis il le fait ensemble, la négociation est plus forte, c'est sûr. C'est pas parfait, c'est pas une vraie réponse à la crise, mais quand même, ouais. Ouais. Ben, c'est une bonne manière de connaître ses voisins en plus, hein? Oui, effectivement, c'est Ouais, vraiment important. une bonne raison d'aller cogner à la porte, là, voir combien qui ont reçu d'augmentation. Oui, et quand il y a, tu sais, aussi des grosses entreprises comme Structure Métropolitain à Île-des-Sœurs, ici à Verdun, par exemple, qui envoient des augmentations. Des fois, c'est différent pour tout le monde, Ah oui. même s'ils ont des bails complètement similaires. Quelqu'un refuse pour certaines, il négocie, pour d'autres, il l'amène en cours. Les raisons de ce que je vois, c'est arbitraire. Mais si tout le monde refuse ensemble, je pense que ça donne un petit pouvoir aux locataires. Ouais, hein? Ouais, Oui, ça hein. donne un certain rapport de force, j'imagine. Puis une chose aussi que je trouve important, c'est que on dirait que la loi permet là, tu sais, aux propriétaires même s'il y en a beaucoup de propriétaires, d'agir un peu comme un seul propriétaire, parce que dès qu'on a un cas qui est ouvert par nous ou contre nous au tribunal du logement, euh, les records de ça sont publics. Fait que si on va en audience pour fixer le loyer, mais là,
mettons, on quitte l'appartement par la suite, puis on cherche à louer un nouveau appartement, mais le nouveau propriétaire pourrait aller fouiller les jugements là, du tribunal et pourrait voir, ah, mais cette personne-là, elle a l'habitude d'ouvrir des cas au tribunal, puis peut-être de pas vouloir signer un bail avec. Oui, effectivement, il peut chercher les jugements sur Sokige ou il peut aller dans le primitif du tribunal et voir, par adresse, tu sais, l'adresse précédente, combien de cas a été ouverts. Et je pense que malheureusement, ça peut être tendance, que c'est ça qu'ils font avant de louer à une locataire à cette heure. C'est une réalité, injuste, c'est comme un blacklist des locataires. Mais en même temps, avec la direction que les choses vont, de plus en plus de personnes ont des dossiers qui ont été ouverts et fermés au tribunal et peut-être ça va devenir la norme, je sais pas. Ouais, Je pense pas que je comprends pourquoi ça peut être, une raison pour quelqu'un de pas vouloir valoir ses droits, spécialement, tu sais, des gens plus, dans des situations plus vulnérables, si tu sais, des familles, sans papier, par exemple, qui veulent pas, rock the boat, genre, tu sais, je comprends complètement. Hem, mais, heu, mais je pense que ça vaut la peine de faire valoir, vos droits et il faut aussi, comprendre que de refuser veut pas absolument dire que vous allez, rendre au tribunal avec le propriétaire. hmm, Refuser, ça peut, les négociations peut faire, hors cours et ouais, je pense que c'est ça, quand les locataires font des campagnes de refuser ensemble, c'est ça qu'ils veulent. C'est d'ouvrir la porte à la négociation, comme manière de garder les loyers plus bas. ouais. Puis je pense que c'est une bonne tactique. Fait que j'imagine si le propriétaire, il sait qu'il va perdre contre toi au tribunal, il risque de négocier à la place, hein? Oui, oui, effectivement, ou s'il veut juste éviter d'y aller en cours, oui. Puis là, les tribunaux sont-ils équipés là, pour traiter un très grand nombre de demandes? Je veux dire, qu'est-ce qui arriverait si tous les gens au Québec là, refuseraient toute l'augmentation? Je Un pense projet de loi spécial ou? malheureusement je pense comme l'affaire avec les fixations, c'est que c'est pas des audiences qui sont super longues, c'est des audiences que c'est vraiment tu te rentres, le juge fait un simple calcul, puis il fixe le loyer. Puis là, tu reçois le jugement dans le mal. Fait que je pense que je sais pas. Je sais pas si c'est ça la réponse. De faire une backlog au tribunal, c'est déjà tellement long pour avoir des audiences et malgré ça, ils continuent comme c'est Ouais, rien. Donc je sais pas si c'est vraiment la réponse, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer. Je pense que les gens devraient, explorer l'option de refuser, et vraiment surtout, faire, des connexions avec leurs voisins pour voir comme c'est quoi leurs intentions hem et voilà. Je pense que pour vraiment avoir un impact comme sur la crise du logement, sur les augmentations de loyer, ça va être un mouvement de masse et ça va pas être, tu sais, juste de refuser, une augmentation malheureusement. Je pense ouais, que ça peut bien aider. ouais. Ben, à mon avis, là, tu sais, le métier de propriétaire de logement, là, tu sais, c'est même pas une vraie job, là. Je veux dire, tout ce que ça te prend pour ça, c'est l'accès au capital. Là, tu achètes des blocs où le monde y réside déjà, puis là, tu collectes le loyer. Là, tu sais, c'est pas comme un vrai travail là, tu sais, de s'occuper de ça. Puis, tu sais, les gens sont obligés de payer quelque part pour se loger. Là, tu sais, ils n'ont pas vraiment d'autres options. Fait que d'être celui qui profite de ça, puis d'avoir des gens, des propriétaires là, qui vont collecter peut-être 50% du revenu d'une personne juste pour le donner un toit, là, tu sais, qui est pas nécessairement en bon état, puis Mmh. qui est pas nécessairement si bien que ça. Tu sais, je trouve que tu sais, ça démontre là, tu sais, à quel point que la richesse intergénérationnelle tu sais, vient rendre la vie facile pour certaines personnes et très difficile pour d'autres. Oui, totalement d'accord, et je pense malheureusement, tu sais, ça changera pas, encore une fois, sans une vraie, lutte de classe, sans une vraie, mouvement ouvrière. Le capital est tellement, protégé par ce classe. Ce classe est organisé, the landlord class.
Ouais. C'est vraiment enmeshed. Je sais pas comment dire ça en français, mais c'est incroyablement partie de notre vie, ce type d'investissement. C'est pas juste le propriétaire individu. C'est sûr, oui, non, c'est pas un vrai emploi, mais ce qui est vraiment pas un emploi, c'est de mettre des fonds dans mettre de l'argent dans une fonds pour faire ce job-là, et de faire de la richesse ou de faire sa retraite via ces méthodes-là, si ça fait du sens. Ouais. Puis on voit à la télévision aussi, tu sais, dans Radio-Canada et tout ça, plein de propagande pro-propriétaires, hein. Je veux dire, comme, si t'écoutes ces bulletins de nouvelles-là, c'est comme on croirait, là, tu sais, que les propriétaires, là, tu sais, oh, pauvres propriétaires, de telle affaire, l'autre affaire. Tu sais, ils sont toujours en train de nous conter l'histoire que les propriétaires sont pas avantagés, ils ont la vie dure, ça n'a aucun sens. C'est juste pas vrai. C'est backé par des données. C'est juste pas vrai. Les locataires, ils sont pas supposés de payer votre hypothèque. Ouais. Euh, Puis si pas un le yacht ou propriétaire le voyage dans le sud ou la cinquième maison non plus, là. Non, c'est ça. Et là, je parle juste d'un propriétaire qui a comme, disons, comme un immeuble. Non, c'est incroyable. Et les locataires aussi, souvent, ils ajoutent de la valeur à l'immeuble, pas juste monétairement, mais tu sais, les locataires, c'est un lieu vivable et aussi ils ajoutent aux valeurs du quartier, la culture, tout ça, ça vient des locataires et la valeur de l'immeuble augmente avec tout ça. Tu sais, quand on habite dans un neighborhood cool, Ouais, comme c'est Verdun. comme Verdun, c'est la population, c'est les locataires qui fait que la place a de la culture, puis c'est un quartier cool. C'est un service à ces spéculateurs. Euh, ils en profitent de ça aussi. Il y a plein de petites choses cachées. Mais ce que j'observe aussi avec les locataires que je rencontre à chaque jour, c'est que physiquement, ils augmentent la valeur de l'immeuble. Il y a tellement de propriétaires qui font même pas les minimales de réparation. C'est les locataires qui font ça, qui maintient l'immeuble et finalement, c'est pas eux qui profitent. C'est eux qui est mis à la porte à la fin de la journée. Ils payent Ouais, des hypothèques, ils vont jamais revoir cet argent-là, ils pitchent ça dans le vide. C'est un problème systémique qui est vraiment protégé par la classe, la bourgeoisie, disons. ouais. Euh, euh, Parce que, tu sais, les gens, l'affaire, c'est que les gens, ils payent le loyer, là. Tu sais, ce loyer-là, il sert à payer l'hypothèque, là, de l'immeuble. Fait que, tu sais, la seule différence entre le propriétaire puis le locataire, c'est que le propriétaire avait accès au capital, là, pour acheter ça puis profiter de ça. oui, Euh, mais il pourrait, tu sais, si le propriétaire est vraiment réellement comme hard up, comme il est comme oh j'ai vraiment des problèmes financiers, ben qui vendent l'immeuble. Tu sais, il va ouais, pas être à rue, il va pas être sans abri, mais un locataire, c'est une autre histoire. Fait que la balance de ouais, pouvoir et la façon que le média dépite ça, c'est fou et c'est juste pas vrai. Comme il n'y a pas de données qui backent cette cette histoire-là. ouais. Ben, nous autres, dans la dernière campagne électorale, là, pour le Parti vert, on avait proposé que on interdise les gens de posséder plus que 10 logements locatifs, puis que tout ce qui était au-delà des 10 unités soit exproprié, puis que les gens qui habitent dans les appartements auraient juste à continuer à payer le loyer, mais ils pourraient devenir propriétaires, là, tu sais. Donc, au lieu de payer un loyer dans le vide, payer l'hypothèque de quelqu'un d'autre, mais il pourrait devenir propriétaire après avoir loué une place pendant 15-20 ans, mais qu'il soit propriétaire, là, tu sais, puis un genre de programme qui peut se faire à coût nul, parce que les gens, ils payent déjà le loyer, ils payent déjà l'hypothèque du propriétaire. Je veux dire, tu sais, le système est fait en faveur là, des propriétaires puis des gens qui ont le capital pour acheter les immeubles. Vous avez mentionné tu sais des changements à Verdun. Je sais que Verdun ça s'est gentrifié un peu, tu sais les gens de la ville ils ont écouté tous ceux qui voulaient faire la rue Wellington piétonne et tout ça. Ça fait partie des effets qui augmentent les loyers. Oui. Je veux dire, beaucoup de la culture à Verdun à cette heure, Verdun gentrifié, ça vient des petites entreprises qui est pas mal toutes sur la rue Wellington, la plupart.
Ouais. C'est sûr, c'est un facteur. Beaucoup de la vie de quartier est gérée par la SDC Wellington, qui est une entreprise privée. Par principe, oui. Je sais pas si c'est la seule raison. Je pense pas. Je pense Non, que non, mais Verdun, tu sais, avec la plage, avec le fait que c'est urbain, mais c'est aussi comme assez loin du centre-ville, que ça soit comme vraiment convivial aux familles. Tu sais, moi, ça fait un bout que j'habite ici. Je savais déjà pourquoi les gens déménageaient ici, mais les loyers étaient abordable dans ce temps-là aussi. Mais c'est sûr que le magazine Time Out a comme écrit une histoire sur ouais. Verdun disant que Ça fait augmenter le loyer. mais oui, et je pense que les spéculateurs a vraiment joué un rôle dans cet article-là. Je fais pas Ouais. d'accusation, mais on s'entend. C'est un promo Mais le point sur pour la plage les est employés. intéressant aussi, là, tu sais, parce que c'est comme, tu sais, autant ça que la piétonisation de Wellington, c'est deux luttes que j'ai été impliqué, tu sais, vraiment juste un petit peu, là, tu sais, ben, de voir que c'est maintenant ça qui fait augmenter les loyers, c'est comme, tu sais, j'ai quasiment regretté un peu, là, tu sais, d'avoir poussé ces projets-là, mais bon, en même temps, les gens doivent avoir accès à l'eau, là, puis c'est quand même beau pour le quartier, mais tout est à double tranchant, là. Y a-tu beaucoup de unités qui sont vides, des gens qui achètent, mettons, des condos juste comme investissement, qui prennent même pas le temps de le louer? Je pense que ça, c'est comme tendance sur l'île de Montréal, de laisser des Ouais. logements vides. Il y a des règlements là-dessus. Ils sont pas supposés de le faire à risque d'amende, mais quand les amendes sont... c'est des gros spéculateurs. C'est le coût de faire du business. Fait que pour eux, c'est rien. Il y a vraiment un taux d'inoccupation ici qui est vraiment, vraiment faible. À Ouais, Verdun, il n'y a pas de logement à louer. Il y a quasiment pas de terrain pour développer des projets de logements sociaux. Euh, L'idée de l'expropriation et d'utiliser le droit de préemption, pour nous, c'est très, très intéressant parce que on n'a pas le choix. ouais. Puis Verdun, il devrait-tu construire des immeubles plus hautes que les 3 étages, selon vous, pour venir un peu donner plus de logements? Mais on n'a pas comme organisation, on n'a pas vraiment constaté là-dessus. C'est une débat. Personnellement, je pourrais dire oui, je suis pour la densification, vu la problème. On n'aura pas le choix de bâtir plus haut. Mais non, comme organisation, on n'a pas vraiment statué là-dessus. Nous, ce qu'on veut, c'est des vrais logements sociaux. Pas des logements abordables, des logements sociaux gérés par l'État, financés par l'État. C'est la responsabilité de l'État et vu que nos programmes sont scrap, que le néolibéralisme est comme totalement normalisé et que nos élus à chaque niveau poussent pour ça. Pour nous, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est on lutte contre ça et on pousse pour du vrai logement social. Et si c'est plusieurs étages, ben tant mieux. Ouais. Tu sais, c'est ça que ça prend. Comme même la ville de Montréal, là, tu sais, quand ils parlent de logements sociaux, là, tu sais, je sais que Valérie Plante en parle beaucoup, là, tu sais, mais ça donne quoi, quelques centaines là, de logements par année, là, au maximum. Avez-vous une idée des chiffres de combien de logements sociaux sont réellement ajoutés à chaque année? Des logements sociaux à Verdun, il y en a pas. Il n'y en a Nous, pas du tout, hein? il y a pas de projet, il y a pas d'HLM en cours. C'est Hmm. ridicule parce que, tu sais, on a des nouveaux projets. On a des nouveaux projets qui étaient supposés d'inclure 20% de logements sociaux. On utilise Île des Sœurs comme exemple, Cité de l'Île. C'est un gros projet que la mairesse ici de Projet Montréal a poussé fort pour ce projet-là. Elle a quasiment vendu à la communauté parce que c'est un projet très vert. Tu sais, il y aura comme une forêt sur le toit ou quelque chose de même, là, je sais pas. Ouais. Dans le fond, le promoteur, je m'en souviens plus le nom du développeur, mais il a juste payé une montant pour ne pas inclure cela dans son projet. Ah Île bon? des Sœurs a déjà 0% de logement social sur son territoire. Et ça, c'est tendance sur toute l'île de Montréal. Des grosses entreprises, des gros développeurs comme Devimco, qui sont des spéculateurs propriétaires comme horribles, qui payent des frais assez modestes
et ça vient d'être assoupli en plus pour éviter de faire de l'inclusion dans leur projet. Et je pense que c'était 97% des nouveaux projets qui ont juste décidé de payer les petits amendes pour ne pas inclure des logements sociaux ou de l'abordable dans leur projet. Ça, c'est même pas surprenant. Ouais. Yeah. Puis c'est même pas juste des petits nombres de 10 ou 20 logements sociaux que ça prend, c'est comme des milliers, ça prendrait des grands tours. Puis je sais qu'ici à Saint-Henri, il y a des HLM qui sont en train de tomber en ruine, que des gens ont dû abandonner, là, puis qui n'ont pas été réparés, que le projet n'est pas lancé. Je veux Mais dire, au lieu de réparer cela, on subventionne le privé, ça règle pas le problème. Dans le fond, c'est vraiment ça le problème, c'est la privatisation. ouais, Il faut lutter contre ça, sinon on n'a pas de chance. ouais, Ils peuvent faire toutes les petits réglementations qu'ils veulent, mais il y a toujours des loopholes pour ce type de spéculation. Le système est fait pour eux. Le système est ouais. parfait pour eux. Mais même la COVID, là, les propriétaires n'ont pas manqué de paiement de loyer là-dedans. Je veux dire, le gouvernement a subventionné les gens pour qu'ils puissent payer leur loyer. Alors que les propriétaires, là, en achetant un immeuble, tu sais que il y aurait peut-être une période de quelques mois ou de 1 an où il y aurait une pandémie, les gens peuvent pas travailler, ils doivent rester gratuitement, là, mais on les a mis comme carrément à l'abri de ça, fait que ils prennent même pas de réels risques. Je veux dire, si les propriétaires auraient dû encaisser 1 an sans loyer, peut-être qu'il y aurait moins de spéculation immobilière par la suite. Là, je veux dire, on donne tous les avantages à ces gens-là sans questionner. Puis, en tout cas, je trouve que votre travail là, de comité de logement là, est très importante, surtout vu les circonstances de où nous sommes rendus en 2025. Y aurait-il un message de conclusion que tu aimerais lancer aujourd'hui? Ça prend vraiment une vraie mouvement de masse de la classe ouvrière pour confronter ça. C'est comme on a discuté, c'est vraiment, ils ont de la classe solidarité, la classe de propriétaires, la classe de boss, puis nous, ça en prend aussi. Fait Ouais. que la collectivisation avec vos voisins, c'est tellement important. Et c'est vraiment ça. Ouais, super. Mais c'est ça, il faut lutter, il faut connaître tous ses droits et les utiliser. Donc, écoute, Lynn, je te remercie vraiment beaucoup pour ton temps aujourd'hui et aussi pour tout ton travail dans ce domaine-là qui est de plus en plus critique là à la survie des gens dans les quartiers comme Verdun. Donc, merci beaucoup et on va continuer de suivre votre travail. Ça fait plaisir.